François Bourges du conseil scientifique du parc naturel régional, car les parcs naturels régionaux sont dotés de conseils scientifiques. Vous êtes à la commission géologie, environnement, conseil, et vous allez nous parler finalement de ce qui se passe un petit peu sous nos pieds, et notamment en zone ariégeoise, je crois, là où il y a des sols calcaires, mais je vais essayer de ne pas trop me ridiculiser en faisant semblant de savoir des choses que je ne sais pas. Et notamment, on va parler des cavités karstiques et des effets du changement climatique sur ces dernières. Bonjour. Merci, bonjour. J'espère que vous m'avez à l'écran, surtout mon diaporama. On vous voit. On me voit et la diapo de présentation sur laquelle mes collègues sont aussi indiqués. Je n'ai pas fait ce travail tout seul. On la voit donc, aussi, oui. Vous la voyez? Oui, oui. Bon, très bien. Donc, pour traiter le sujet, je vous propose un exposé de 10 minutes sous la forme d'une promenade dans les différentes grottes françaises où j'ai travaillé. Et puis, on laissera 10 minutes pour discuter de ça. Voilà. Donc, voilà une grotte ici dans son environnement karstique. Alors, le karst, Monsieur Bourges, on vous entend. Oui. On vous entend très assuré. Est-ce que vous pouvez essayer de vous rapprocher du micro? Peut-être. Je ne sais pas si c'est votre Je vais essayer connexion ou de... voilà, mais on va tenter le coup. Écoutez, donc je répète, là, voilà une grotte dans son environnement karstique. Ça va mieux? Le karst, c'est donc un système physique qui est ouvert et qui échange à la fois de la matière et de l'énergie avec son environnement. Donc c'est la pluie qui donne la dynamique principale, qui fait l'infiltration profonde dans les karsts et l'évapotranspiration en surface, et l'énergie solaire qui agit effectivement sur la surface et le couvert végétal. Alors aujourd'hui, ces karsts, au moins en France métropolitaine, ils se trouvent dans un contexte de réchauffement climatique d'environ 0,3 degrés par décennie. Et l'objectif de mon exposé est de vous présenter les effets de ce réchauffement climatique en profondeur. Alors, on a suivi de nombreux sites. Ce sont des cavités patrimoniales, essentiellement en Occitanie, quelques-unes en Auvergne et Rhône-Alpes. Le premier site, c'est la grotte du Pechmerle, dans le Lot. Alors, c'est une très belle grotte ornée du Paléolithique supérieur, du Gravétien, très ancien, avec de très belles peintures. Et c'est un site ouvert au public. Alors voilà, depuis 1998, une chronique de température en face des peintures que vous venez de voir. Alors c'est un site dont la thermique est sous l'influence de multiples effets anthropiques, c'est-à-dire des effets qui concernent l'aménagement et la gestion de la grotte, changement de porte, changement de l'éclairage, diminution des durées de visite. Donc tout ça détermine des changements dans le régime thermique, on le voit ici. C'est assez complexe, mais malgré tout, il y a quelque chose qui apparaît à partir de 2010. C'est une dérive des températures avec une évolution moyenne de 0,5 degrés par décennie. Ici, je l'ai prise sur les minima des températures de l'air. Un autre site, c'est la grotte de Bruniquel, dans le Tarn-et-Garonne. Là, c'est un site en fonctionnement naturel. Il n'y a pas de visite régulière, simplement des campagnes archéologiques exceptionnellement. Donc, c'est un site tout à fait extraordinaire qui a été mis en évidence il y a quelques années, en tout cas daté il y a quelques années. C'est des cercles de pierre, voilà un grand et puis un petit, qui témoignent d'une occupation néandertalienne à 176 500. C'est la datation des charbons de bois qui sont pris en sandwich dans la calcite. Alors, très différent comme évolution thermique de 2015 jusqu'à 2020, vous avez
des dérives thermiques qui sont extrêmement linéaires, hein, qui filtrent toutes les variations de surface avec des pentes qui correspondent à une évolution décennale entre 0,31 degrés par 10 ans et 0,18 degrés par décennie, suivant l'endroit. Donc, on remarque que c'est inférieur ou égal à ce qui se passe en surface en moyenne. Là, on va un peu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avec la grotte Chauvet-Pondard. Là aussi, il y a une magnifique grotte, hein, avec une occupation initiale à 37 000 ans BP. Donc, c'est donc de l'Aurignancien, la première période du Paléolithique supérieur. C'est une grotte en fonctionnement naturel, hein, à part les campagnes archéologiques. Alors là, je vous montre les données depuis 1997. Donc, ça, c'est du gaz carbonique. Bon, on identifie également une tendance. Les températures souterraines sont ici. Une zone profonde, là, avec la salière, et avec une stabilité, à part au début, mais là, on n'est pas sûr que ce ne soit pas de l'appareillage. Et ici, la première grande salle de la grotte Chauvet, avec l'apparition d'une dérive thermique à partir de, en tout cas, 2011-2012. En détail, voilà cette dérive thermique prise à partir de 2014, elle est bien régulière. Elle est de 0,3 degrés par décennie, comme en surface. Et ici, c'est l'évolution du CO2, des CO2 à des endroits différents. Vous voyez que c'est significativement différent. Alors, on se rapproche de notre région avec la grotte de Gargaz, dans les Hautes-Pyrénées. Comme au Pêche-Merle, c'est un site grotte ornée du Gravettien, ouverte au public et qu'on suit depuis 15 années en continuité. Certains connaissent les célèbres nains de Gargaz. Alors ici, en température, on a 3 stations. Chaque fois, on mesure l'air et la paroi. La station de la galerie basse, de la galerie supérieure et le centre de la grotte. Donc on a des dérives là qui apparaissent à partir de 2012-2013 avec 0,54 degrés par décade en haut et en bas et 0,24 degrés par décade au milieu de la grotte, un endroit le plus stable. Vous voyez qu'on a conservé les fluctuations saisonnières qui sont dues à la fois aux visites, mais aussi aux changements, aux modifications naturelles. Alors, si on regarde là maintenant, on prend la partie la plus stable et on superpose les chroniques annuelles, donc de janvier à janvier, enfin de janvier à fin décembre. Voilà. Donc 2011 jusqu'à 2015, vous voyez une évolution thermique, donc un réchauffement régulier, mais à partir de 2015, eh bien, les choses changent, ça s'accélère, hein, jusqu'à la dernière en 2010. Donc on a un processus qui est plus complexe qu'une dérive stabilisée. Plus proche de nous, la grotte de Marsoulas, hein, dans la Haute-Garonne, avec le petit bison ponctué. Là, on a un suivi qui date de 2005, avec toujours en 2011 hein, l'apparition d'une tendance régulière dans les zones décorées, dans les zones ornées, avec voilà, des valeurs de plus 0,85 degrés par décade ou plus 0,75 degrés, suivant les points de mesure. Et au fond de la grotte, de 0,4 degrés par décade. Voilà, tout ça commence de manière à se mettre en place régulièrement à partir de 2011, c'est ce qui est assez remarquable. Ce qui est également remarquable, c'est que les valeurs sont supérieures aux valeurs moyennes de l'évolution en surface.
Alors ici, on est dans le parc régional, hein, voilà la grotte de Nio, avec donc une grotte magdalénienne ouverte au public. Voilà, avec des températures ici enregistrées depuis 2002. Et voilà, un changement de capteur, avec des capteurs beaucoup plus stables et précis. Donc les incertitudes sur les capteurs ne nous permettent pas d'identifier d'évolution très nette. On croit avoir quelque chose, mais finalement, ces dernières années, c'est stable. Donc on va considérer que cette grotte, enfin, au moins le salon noir qui est profond, hein, de 300 mètres sous la surface, est une zone stable thermiquement. Et pour finir, nous voici au Mazazi, avec une grotte compliquée, complexe plutôt, le parcours souterrain de la Rise, la route départementale et des galeries basses, c'est-à-dire la galerie Breuil et son vestibule, si on peut dire, et les galeries supérieures. Alors, qu'est-ce qu'on observe à Mazazi? Eh bien, lorsqu'on se place, je vous montre les parties basses, les galeries basses, c'est-à-dire la galerie Breuil, et ses avancées. Donc, devant la galerie Breuil, nous avons une dérive climatique, alors depuis 2014 seulement, hein, de plus 1,46 degrés par décade. Alors, ça fait beaucoup, hein, c'est énorme. Mais on est aussi dans la salle des peintures rouges, c'est pas vraiment un artefact, puisque dans la salle des peintures rouges, qui est la première salle de la galerie Breuil, hein, on est à plus 1,8 degré. Lorsqu'on s'avance dans la galerie, voilà, ça se réduit un peu à 0,76 degrés, et surprise, quand on est au fond de la galerie Breuil, eh bien, ça se refroidit, on a moins 0,26 degrés par décade. Voilà. Donc, en conclusion, nous avons récapitulé les tendances thermiques de tous les sites, hein, même ceux que je ne vous ai pas présentés peut-être. Donc ici, c'est 0,3 degrés par décade, hein, c'est-à-dire la surface. Tout ce qui est au-dessus, hein, ce sont des sites ou des points de mesure qui sont inférieurs à cette dérive thermique. Et tout ce qui est au-dessous, c'est supérieur à ce que l'on mesure en surface. Donc, dans les conclusions, les points importants, c'est que dans les cavités karstiques, hein, le comportement thermique montre des réponses variées à l'évolution climatique de surface. On n'a pas un truc qui est très homogène. Vous voyez que, sans vous avoir tout montré, hein, vous voyez déjà que c'est différent d'un site à l'autre. En général, les températures souterraines augmentent. Donc, dans la plupart des grottes, c'est une élévation. Les sites les plus profonds, Nio en est un cas, le gouffre Esparos dans les Pyrénées aussi, c'est stable. Et le refroidissement qu'on a noté en Asie, qu'on a enregistré, est exceptionnel, hein, et probablement, possiblement transitoire. On ne sait pas, il faut vraiment attendre quelques années pour être sûr de ça. Alors, la diffusion thermique dans la roche, depuis la surface vers les profondeurs, rend compte de l'essentiel des évolutions donc, qui sont compatibles avec une propagation du réchauffement de surface vers les parties les plus profondes. Les tendances régulières à la hausse, c'est curieux, elles apparaissent dans plusieurs sites à partir des années 2010-2014. Et le dernier point, c'est qu'on a des dérives plus importantes, assez nombreuses, que celles mesurées en surface, qui montrent qu'il y a localement des phénomènes amplificateurs qu'on n'a pas encore caractérisés et sur lesquels on réfléchit activement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bourges. Allez, on va essayer d'aller vite sur les questions parce qu'on veut absolument préserver le temps de pause à cette moitié de matinée. Juste, on a une question de Kenzo qui demande si l'augmentation des températures dans les grottes karstiques ont une incidence sur le bon état écologique et géologique de ces dernières. Oui, bien sûr, à terme,
Hein, si vous avez une grotte avec 0,8 degrés, comme à Marsoulas, d'augmentation par an, hein, voilà, par décennie, pardon, dans 100 ans, ça fait 8 degrés. Alors 8 degrés, donc c'est des températures des roches, des grottes tropicales, hein, avec des systèmes biologiques et climatiques, d'érosion, de modification des parois, qui sont complètement différents de ce qu'on a. Hein. Donc voilà, pour le moment, on n'est pas dans un changement violent, mais donc c'est cela qui nous inquiète. On a un élément de réponse de la part de Julien Vergne de l'association des naturalistes de l'Ariège qui dit, notamment par exemple sur les chauves-souris aussi, qui voient leur période d'hibernation perturbée. Question d'Oriane sur la grotte de Marsoulas qui demande si la tendance à la hausse correspond sur le graphique au nettoyage de la végétation en surface et quelle opération a été menée, par exemple défrichage ou coupe forestière. Voilà, est-ce qu'il y a eu une incidence des activités humaines en surface sur le réchauffement de En la tout cas, grotte? c'est synchrone, c'est synchrone. Vous voyez, c'est synchrone. Donc, bon, je n'ai pas la réponse. Hein. Ça a certainement eu un impact, mais je ne sais pas si ça a réellement déterminé cette mise en tendance, parce que cette mise en tendance à partir de cette époque-là, 2010 à 2014, hein, c'est quelque chose qu'on a noté sur de nombreux sites. Donc voilà, hein, je n'ai pas de bonne réponse à lui fournir. Simplement, on a une coïncidence, il faut la prendre en compte dans nos réflexions. D'accord. Merci Désolé. beaucoup François Bourges. Passez une Avec très plaisir. bonne... Pardon? Merci. Pardon. Allez, Merci j'en à ai une vous. petite dernière d'Oriane, et moi je me la Ah, posais aussi, à savoir la hausse de la température de l'extérieur, est-ce qu'elle a une incidence sur le patrimoine lui-même, notamment la conservation des peintures rupestres ou des choses comme ça? oui, en fait, c'est ce qui nous préoccupe directement, pas vraiment, mais sur les processus qui peuvent être mis en jeu, hein, des processus de biocorrosion ou de corrosion hydrique avec de la dissolution. Oui, hein, parce que bon, la température, eh bien, ça active les phénomènes chimiques et les phénomènes biologiques. Donc, à terme, ça peut arriver. Et donc, c'est cela que nous surveillons. Hein. L'objectif, d'ailleurs, des suivis environnementaux, ce sont ici des suivis conservatoires, hein, c'est-à-dire on s'attache à avoir la température, mais aussi d'autres paramètres qui nous semblent caractériser une situation stable. Voilà. Merci beaucoup François Bourges.